Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu la fable du chat et du vieux rat, écrite par Jean de La Fontaine? Sais-tu comment un vieux rat va déjouer la ruse du chat le plus malin de la ville? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le chat et un vieux rat. Dans un vieux grenier d'un manoir abandonné, le temps semblait figé, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Le plancher était couvert d'une épaisse couche de poussière, et des toiles d'araignée s'accrochaient un peu partout, formant des rideaux argentés entre les poutres de bois massif. Au milieu de ce bazar, on pouvait apercevoir de vieilles malles rouillées, des chaises bancales et même des piles de livres jaunis par le temps. Par endroits, des rayons de lumière s'infiltraient à travers les tuiles cassées du toit, et il y régnait une petite odeur désagréable, un mélange d'humidité, de bois vieilli et de moisi. Pourtant, ce n'était pas un endroit vide, non, loin de là. Dans les coins les plus sombres, des rats avaient élu domicile derrière de vieilles planches empilées contre les murs. Ils vivaient organisés dans une société à l'abri des regards, vivant en communauté soudée, partageant le pain sec et le fromage qu'ils chapardaient ici et là. Mais cet endroit, malgré ses apparences paisibles, n'était pas sans danger. C'était le domaine de Rodillard, un chat terrifiant qui régnait sur le grenier comme le maître incontesté des lieux. Un chat dont la réputation le précédait comme une ombre terrifiante. Surnommé l'Alexandre des chats, ou encore l'Attila des rats, il était le fléau des rongeurs, un prédateur redouté dont chaque mouvement semait la panique parmi les petites créatures grises. Rodillard n'était pas un simple chasseur, il était un fin stratège, un véritable génie de la tromperie. Lassé de voir les rats se terrer dans leur tanière, ne sortant plus qu'au creux de la nuit, il décida de mettre en place un plan machiavélique. Un jour, il grimpa sur une vieille planche haute au-dessus du sol et se suspendit par les pattes arrière, feignant la mort. La tête en bas, les yeux clos, il ne bougeait pas, comme un pendu. Les rats, observant ce spectacle depuis leur refuge, restèrent d'abord incrédules. Mais le temps passant, leur méfiance se mua en curiosité, et ils se risquèrent alors à sortir leur museau flairant l'air. Peut-être a-t-il commis un crime, ce tyran, se murmurèrent-ils entre eux, et le voilà pendu pour ses méfaits. Peu à peu, ils s'aventurèrent hors de leur trou, riant sous cape de la déchéance de leur tortionnaire. Mais au moment même où le petit peuple croyait enfin pouvoir respirer, le faux pendu bondit, vif comme l'éclair. Leurs cris se mélangèrent à leurs pas précipités, alors qu'ils tentaient de regagner leur trou. Rodillard, en prédateur agile, en attrapa quelques-uns, les plus lents, les plus imprudents. Entre deux bouchées, il s'exclama, le regard pétillant d'un éclat diabolique. « Ah ah, je vous connais, vous. Avec vos cavernes creuses, vous pensiez m'échapper? Nul ne se dérobe au jugement du maître des lieux. »
La rumeur de cette mésaventure se répandit rapidement, les survivants racontant à qui voulait les entendre comment le sinistre Rodillard les avait dupés. Mais leur calvaire n'était pas terminé, car le chat rusé n'en avait pas fini avec eux. Il se vêtit d'une nouvelle ruse. De farine, il s'enduit tout le corps, se blanchissant comme un meunier, jusqu'à paraître comme un simple tas de farine. Puis il se tapit au fond d'un coffre, sa respiration mesurée, comme un serpent prêt à bondir sur sa proie. La méfiance des rats, encore troublée par leur récente défaite, disparut à la vue de ce gros paquet inoffensif. L'un d'eux, plus gourmand que les autres, s'approcha le premier, appelant ses frères à festoyer. Le piège de Rodillard semblait parfait, mais tout à coup, une voix forte et claire s'éleva alors du fond de l'ombre. Un vieux rat, sage parmi les sages, se dressa sur ses pattes arrière. « Arrêtez, pauvre fou, ce bloc de farine n'est rien d'autre qu'une autre ruse. J'ai perdu ma queue à cause de ce démon, et je ne me laisserai pas duper une seconde fois. » Il s'avança encore, fixant le faux tas de farine d'un regard perçant. « Tu ne m'auras pas, Rodillard. Quand bien même tu te ferais passer pour un sac de grains, je n'approcherai pas. Je préfère encore mourir de faim que de te servir de repas. » À ces mots, le chat, démasqué, s'ébroua, la farine s'envolant en nuées autour de lui. Déçu de voir son stratagème déjoué, il renvoya au vieux rat un regard furieux mais respectueux. Ce dernier, le museau levé avec dignité, retourna à son trou. La rumeur de cette nouvelle astuce échouée se propagea comme une traînée de poudre, et les rats, encore traumatisés par leur défaite, retrouvèrent peu à peu leur prudence. Rodillard, humilié mais pas encore vaincu, ruminait déjà sa prochaine ruse, car il savait, dans sa nature de prédateur, que la guerre contre les rongeurs n'était pas finie. Au fond de leur tanière, les souris repensaient aux paroles du vieux rat. « La méfiance, murmurèrent-elles, est bien la mère de la sûreté. » Et tandis que Rodillard complotait, elles se promettaient de ne plus jamais baisser leur garde, car elles avaient appris, à leurs dépens, que la ruse est une arme que l'on ne doit jamais sous-estimer, surtout quand on est petit et vulnérable. La morale et le secret. Mais de quoi nous parle réellement cette fable ? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois un thème important qui ressort de tout ça. C'est le thème de la méfiance. Et oui, la méfiance, bien qu'elle puisse sembler froide ou excessive, est souvent une alliée précieuse face à l'inconnu ou au danger. Dans cette histoire, elle se révèle être une arme puissante, plus efficace que la force ou bien même que le courage. Les souris, séduites par la promesse d'un Rodillard pendu et inoffensif, baissent leur garde et tombent dans le piège. Mais le vieux rat, marqué par l'expérience et la sagesse, choisit de questionner l'évidence. Sa méfiance, loin d'être une faiblesse, lui sauve la vie. Cette morale nous rappelle que dans la vie, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Les situations trop belles pour être vraies cachent souvent des pièges, et les intentions des autres ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. La méfiance n'est pas une invitation à la méfiance excessive, mais à la vigilance et à la réflexion.
Elle nous pousse à observer, à analyser et à anticiper les éventuels dangers. Ainsi, en ayant une bonne dose de méfiance, nous ne protégeons pas seulement notre sécurité, mais nous cultivons aussi la sagesse et l'expérience qui nous guideront dans les moments cruciaux de notre vie. Car mieux vaut perdre une opportunité que de tomber dans un piège. Mais dis-moi, ta méfiance t'a-t-elle déjà évité des problèmes ? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret intéressant à savoir sur la manière dont chassent les chats. Lorsque la proie est repérée, le chat la fixe du regard et réalise ensuite une approche. Et il se déplace rapidement, à couvert si possible, en marchant ou en rampant le plus près du sol pour parvenir à portée de la proie, c'est-à-dire à quelques mètres au maximum. Il s'immobilise alors. Il est aplati sur le sol, patte avant fléchie, patte arrière ramassée sous le corps, tête et cou tendus, yeux et oreilles braqués sur son objectif. Des mouvements alternatifs de relèvement et d'abaissement du train postérieur sont parfois observés, de même que des tremblements et des mouvements de la queue. Cette attitude donne une impression de tension extrême. Si la proie est jugée trop éloignée, une nouvelle approche suivie d'immobilisation peut se produire. Le chat chasse en utilisant une méthode précise et efficace. Lorsqu'il bondit ou effectue un sprint rapide, il capture sa proie en la saisissant entre les griffes de ses pattes avant. Pendant ce temps, ses pattes arrière, bien écartées, assurent un appui stable pour maintenir son équilibre. À très courte distance, où la vue devient inutile ou insuffisante, ses moustaches se tendent vers l'avant pour guider son sens tactile et l'aider à localiser précisément sa cible, et notamment là où il doit mordre. En cas d'échec de l'attaque, le chat peut adopter un comportement compensatoire, comme par exemple se lécher. Chez les chats, la chasse est déclenchée par certains petits stimuli très spécifiques, comme par exemple une petite proie qui se déplace rapidement de manière imprévisible, ou bien alors qui émet des sons aigus. Les réactions des proies face au chat varient. Elles peuvent fuir, se figer sur place, ce qui arrive comme réaction d'hypnose face au danger imminent, ou bien encore riposter et se battre. Quant à la mise à mort, le chat sait instinctivement où mordre pour tuer. Il cible généralement la zone située entre la tête et le tronc, là où la silhouette se rétrécit. Lors de ses premières chasses, un jeune chat peut être surpris de voir sa proie devenir inerte après un coup de mâchoire. Mais avec l'expérience, il associe la morsure à l'immobilité de la proie. Les petites proies sont parfois tuées dès leur capture, grâce à la force des pattes avant. Pour les petits rongeurs et oiseaux, le chat les maintient au sol et mord leur nuque, insérant une canine entre deux vertèbres qui peut broyer la moelle épinière. Pour les jeunes lapins, qui sont des proies plus grosses, le chat s'adapte et utilise une combinaison de morsures et de griffures pour les tuer. Il les agrippe avec ses pattes avant et ses dents, puis se couche sur le côté pour leur labourer le ventre avec les griffes de ses pattes arrière. Une technique redoutablement efficace. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire
Et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir comment Marc, un ancien soldat, va se venger de la plus belle des manières de son roi.